Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là et nous sommes très heureux de vous accueillir lors de ce troisième carrefour de la transition avec cette conférence qui est organisée par Go 2050, le magazine du Nouvelliste, et ainsi que René Fem. Cette conférence s'appelle, donc on l'a intitulée La mobilité durable en Valais à l'horizon 2050. Bon, il y a eu plusieurs appellations, mais l'idée c'est de réfléchir, de penser et d'imaginer ensemble ce que peut être la mobilité en Valais d'ici 25 ans. Pour cela, donc on a voulu faire une conférence interactive, et pour faire cette conférence interactive, alors quand on dit interactive, ça veut dire que nous avons des spécialistes qui seront là et on vous les présentera, mais l'idée c'est que vous participiez aussi, que vous aussi vous donniez votre avis, et pour cela il y aura à un moment donné un QR code et vous pourrez utiliser votre smartphone, ouvrir le QR code et il y aura des questions qui seront proposées, il y aura 4 séries de questions. Il y aura 2 premières questions qui seront axées sur 2025 et 2 autres questions sur 2050. L'idée, c'est que vous y répondiez, enfin voilà, vous répondez aux questions. Répondez déjà aux 2 premières et validez les questions. Ça nous permettra ensuite d'avoir une sorte de pourcentage, un panel de ce que ce que vous avez, ce que vous imaginez. Et à partir de là, nous pourrons avoir une discussion et avec nos experts, avoir un dialogue ensemble et voilà, essayer de réaliser ensemble ce que pourrait être la mobilité en Valais de manière durable en 2050. Nous sommes 2 co-animateurs de cette conférence. Il y a Chantal Peyer. Alors Chantal Peyer, elle est cofondatrice du Hub des possibles. Et pourquoi elle est là? C'est que dans le magazine Go 2050, que vous devriez normalement avoir dans votre sac, il y a le magazine de Go 2050 et il y a une interview de Chantal Peyer. Et c'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai dû faire l'interview de Chantal. C'était un grand plaisir déjà de la connaître, mais parce elle développe, avec le Hub des possibles, une manière de penser le futur, de penser l'avenir en créant un récit. C'est-à-dire que vous imaginez bien que si on regarde la télévision et les séries télévisées de Last of Us, on arrive très souvent sur une idée d'un futur dystopique. Alors que l'idée des récits, c'est d'imaginer un futur qui serait souhaitable pour tout le monde. Mais pour qu'il soit souhaitable pour tout le monde, il faut que vous participiez, que vous imaginiez, vous, comment vous verriez ce futur, en tout cas en ce qui concerne la mobilité. Chantal, tu veux dire quelques mots à ce sujet? Enfin, vous voudriez, on s'est toujours tutoyé, vous voyez, je la tutoie maintenant. Donc. Ça va très bien. Vous tutoyez. D'abord, je suis ravie d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, effectivement, quand on a parlé de cette conférence, on s'est dit que ce serait intéressant d'essayer de la faire participatif pour que les idées des experts, leurs connaissances se mélangent aussi avec votre analyse de la situation, qui apporte toujours aussi un autre regard sur la situation de la mobilité en Valais. On s'est dit que ce serait intéressant de faire un diagnostic. Et la première partie, ça sera vraiment l'état des lieux. C'est quoi aujourd'hui les défis en 2025? Parce que quelque part, même pour imaginer des futurs souhaitables, il faut être conscient de où on part et de quelle est la situation actuelle et quels seront aussi les défis auxquels on doit répondre. Donc ça, ce sera la première partie. Et après, dans la deuxième partie de la soirée, on partira en 2050. Et l'idée, ce sera que vous fassiez aussi un voyage imaginaire, que vous discutiez un petit moment entre vous. Et c'est vrai que c'est important parce que finalement, l'avenir, il dépend de chacun d'entre nous. Et l'avenir, il dépend de chacun d'entre nous dans la mobilité parce qu'on fait des choix de mobilité, mais aussi parce qu'on a des représentations conscientes ou inconscientes, des visions. Et ces visions-là, elles participent aussi de créer la réalité. Parce qu'en tant qu'être humain, on est des êtres de récit. Et puis, je cite souvent un exemple, je ne sais plus s'il est dans l'interview ou pas, mais si vous prenez le voyage des hommes sur la Lune, avant que le Congrès américain donne les crédits à John Kennedy dans les années 70, il y a eu 70 ans de récits de voyages sur la Lune, que ce soit dans les premiers films, que ce soit dans des BD comme Tintin, qui ont rendu en fait ce voyage désirable. Donc aujourd'hui, on ne va pas explorer le voyage du Valais sur la Lune, ni sur Mars. Ça, il y a d'autres personnes qui le font. Nous, ça sera vraiment d'imaginer comment est-ce qu'on peut rendre le futur et la mobilité du Valais désirable, être ambitieux aussi dans nos visions. Donc l'idée, ça serait que si jamais il y avait des gens de la Lune, on les ferait voyager en Valais. Ça serait un peu la direction. Donc on va essayer. Voilà, donc là c'était le mot de bienvenue.
avec nos partenaires. Donc, le titre de la conférence, la mobilité au quotidien en Valais en 2050. Je vais essayer de ne pas lire les slides, il n'y a rien de pire. Et Chantal Peyer, donc on vous l'a présenté, donc on a préparé les slides. Voilà. La voici, là c'est moi, et voici nos experts qui sont invités. Alors, d'abord, on fait les présentations, et après, on va passer une petite vidéo, puisqu'on a demandé aux habitants du Valais comment eux voyaient en 2025, comment ils vivent la mobilité en Valais en 2025, et on leur a demandé ensuite dans une deuxième vidéo comment ils l'imaginaient en 2050. Donc Florian Mayer, il est directeur des opérations suisses de Transitech. Transitech, c'est 120 personnes à peu près, c'est 10 agences, et son slogan que j'aime beaucoup, c'est la mobilité dans le bon sens. Il faut vraiment qu'on le trouve, ce bon sens, pour y arriver. Transitech est mandaté parfois par l'État du Valais, j'ai cru comprendre, sur certains dossiers, et c'est lui notre caution en termes de chiffres, et il va permettre de poser les bases de notre discussion au sujet de la mobilité. Donc, Monsieur Florent Meyer aura quelques slides à nous présenter ensuite. Le suivant, c'est Vincent Pellissier, que j'imagine l'ensemble de la salle connaît ici. C'est, je crois, Vincent, la dernière fois que vous opérez en tant que chef du service de la mobilité du canton du Valais, puisque, comme j'imagine vous le savez, il va changer de casquette et il va devenir le grand timonier de la CGN à partir dans 5 heures environ. Hein, à partir du 1er mai, donc on est à 19 heures. Voilà. Donc il va passer les routes à l'eau. Il a 10 ans, naturellement, c'est depuis 2015 que vous étiez chef du service de la mobilité du canton, donc il y aura certainement aussi beaucoup de choses à nous dire concernant le Valais de manière importante au niveau des routes. Notre troisième intervenant est Clément Ram. Clément Ram, il est chercheur sur la transition des mobilités à l'EPFL à Lausanne, et sa vision, elle est... il nous a expliqué qu'il allait nous expliquer les métaphores, c'est-à-dire avec le principe des métaphores, d'essayer de comprendre au niveau sociétal comment on peut fonctionner dans un développement et dans un défi futur, en partant du principe de la vision de l'individu, de la vision du territoire, parce que le territoire est très important et d'autant plus important en Valais, et de la vision du système. Notre quatrième intervenant est Monsieur Hubert Hortner, il est directeur de Formation for You. Formation for You, c'est une agence de communication automobile. Et l'automobile, elle a quand même une place très importante encore et toujours aujourd'hui dans notre monde de la mobilité. Donc l'idée d'avoir M. Hortner avec nous, c'était qu'il nous donne un peu la vision des concessionnaires, du monde automobile. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et quels sont les défis en 2025, mais comment on peut voir l'idée de la voiture en 2050. Et il a des idées, bien entendu. Et la dernière personne, Madame Sylvia Marat, elle est directrice de l'unité transformation et innovation chez Oiken depuis 2023, c'est ça. Et son unité, elle transverse, elle a pour tâche de rechercher des nouvelles solutions pour accompagner la transition énergétique. Ça peut aller du domaine de la cyber-résilience, de la cybersécurité, la transformation digitale, mais dans l'innovation, il y a la mobilité et les mobilités. Et naturellement, Oiken, c'est l'énergie. Donc, comment est-ce que l'énergie, qu'est-ce que l'on va faire? Où sommes-nous aujourd'hui en 2025 et où est-ce qu'on peut aller en 2050? L'enjeu est d'importance. Voilà pour nos experts invités. Donc nous avons fait un micro-trottoir, d'où partons-nous en 2025. Nous avons demandé à des habitants de la ville de Sion quelles étaient leurs difficultés dans la mobilité. Donc nous avons fait une petite vidéo que nous vous présentons maintenant. Bonjour, pour ce forum des transitions, nous avons voulu savoir ce que les Valaisans et les Valaisannes pensaient de la mobilité en Valais. Alors nous sommes partis sur le terrain et nous avons été leur poser des questions et leur demander comment ils la vivaient au quotidien aujourd'hui et comment ils la voyaient pour 2050. Et voici toutes leurs réponses. Bonjour. Bonjour. Je peux vous poser quelques questions? Oui, bien sûr, avec plaisir. Quand vous vous déplacez à Sion en Valais, quel est le principal frein que vous rencontrez au quotidien? Alors, moi, je me déplace principalement en voiture. Malheureusement, je sais que ce n'est pas la meilleure chose pour les transports en commun. Mais la principale difficulté que je rencontre, c'est le manque de transport public. C'est pour ça que vous privilégiez la voiture? Oui, c'est pour m'arranger exactement.
Je parlerai en tout cas des horaires, que je trouve qu'il y a beaucoup de retard au niveau des bus, principalement les trains encore, pas forcément. Et au niveau de la voiture, c'est le place de parking. C'est cher et il y en a peu. Le trafic autoroutier, le parquage. Ce qui serait vraiment bien, c'est de pouvoir mettre la voiture en dehors de la ville et peut-être de pouvoir rentrer au centre-ville avec d'autres moyens. Tout est fait pour la voiture individuelle. Ici, juste à côté, il y avait des parkings à vélo. Ils ont enlevé, on ne sait pas pourquoi. Aucune information. Il y a 2 voitures qui se parquent. Il y avait, 400 vélos. Le manque d'influence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de bus ou pas assez de trains au niveau des horaires. Pas trop de difficultés. Moi, j'utilise beaucoup les transports publics, les chemins de fer surtout. Action, aucune. Tout est en ordre. Quels sont les problèmes que vous avez pour bouger en Valais à l'heure actuelle? Alors, je pense qu'en plaine, ça va bien. Et je pense qu'après, c'est quand on monte en montagne. Je pense que là, il n'y a pas assez de transport. Par exemple, il y a eu le Caprice. Effectivement, on se retrouve en fait justement lésé parce qu'il n'y a pas assez de transport. On doit prendre le taxi, ça nous coûte super cher. Vous avez un véhicule personnel? Oui, j'ai un véhicule, oui. Okay. Mais comme je travaille à Sion, j'habite à Sierre, effectivement, je prends le train, c'est plus pratique. Donc effectivement, en plaine, ça va. C'est assez bien desservi. Si donc ce que pensent les habitants et les habitantes du Valais pour la manière de se déplacer en 2025. Et pour vous, quelle est votre vision de la mobilité en 2025, pour vous, public? Donc l'idée, c'est qu'on va vous faire réfléchir, et pour cela, normalement, voici un QR code. Je vous demanderai d'essayer, on espère, on a fait des tests avec Florence Zablot aujourd'hui, et apparemment ça marche. Et vous remplissez que les 2 premières questions et ensuite vous validez. La 3 et la 4, on les fera plus tard. Donc vous répondez à la question 1, 2, vous validez. Ah oui, alors il y a plusieurs réponses possibles, parce qu'on s'était dit que voilà, on va pas dire on va faire ça comme ça ou comme ça. Bon voilà, il y avait manque de pistes cyclables, il y avait dénivelé trop important, coût et manque de transport public ou météo imprévisible. Pour vous, dans la salle, on va essayer de compter en gros, est-ce que le manque de pistes cyclables est quelque chose qui est un frein pour la mobilité? Ouais, la moitié de la salle. Moi, je dirais même plus. Il y a une bonne moitié. Le dénivelé trop important. Le dénivelé important, c'est peut-être pour les gens qui habitent comme moi à Champlan et puis qui n'ont pas de vélo électrique. Un quart à peu près. Pardon? Un quart de Un la salle à peu quart près, pour ouais. dénivelé trop important. Coût et manque de transport public. On rejoint un petit peu, waouh, c'est une humanité. Là, on est quasiment là. On a une maths levée. 80%, 90% des gens. Coût et manque de transport public. D'ailleurs, à ce sujet, puisque j'y pense, le 22 mai, il y aura une conférence et une assemblée qui se tiendra à l'Archipel le 22 mai et qui propose aux gens une réunion sur une assemblée ouverte sur la possibilité d'avoir des transports publics. En Valais, j'imagine déjà. Voilà. Donc, je devais faire l'annonce, je l'ai fait. 22 mai à l'Archipel. Dernière question, météo imprévisible. C'était, voilà. Est-ce que la météo imprévisible est quelque chose qui peut être un frein pour la mobilité durable? Non, il fait toujours beau en Valais. Voilà, c'était une question qui n'était pas posée par un Valaisan. Et question numéro 2. Je vais essayer quand même de faire un petit retour en arrière. Eh bien non. Les voitures électriques, c'est l'avenir de la mobilité pour 5%, ouais. 4-5%. Voilà, c'est pas énorme. Hein. Monsieur Horner, vous allez revenir sur la question. Est-ce que c'est une technologie surcotée? Est-ce que ce sont les mêmes qui ont répondu à l'avenir? Non, qui n'ont pas répondu à l'avenir. 10% à peu près de la salle. Une technologie surcotée. Est-ce que c'est une partie de la solution, mais nous ne pourrons pas éviter de réduire nos déplacements? Waouh, à 2/3. Voilà. Est-ce que c'est la première partie, nous ne pourrons pas éviter de réduire nos déplacements, ou une partie de la solution? Il y a 2 questions en une. Non, mais je pense que c'est assez clair. Il y a une conscience du fait qu'il faudra aussi changer certains aspects de nos modes de vie ou de nos comportements et de nos choix. Voilà.
Ou alors vous n'y êtes pas du tout, la solution en matière de mobilité, c'est tout autre chose. Ça, c'est une Ok, question. 10%. Voilà, c'est très bien, c'est une question piège parce que c'est les gens qui ont levé la main à cette question qui vont nous donner des réponses et leur vision de ce que peut être la mobilité en 2050. Donc, notre premier intervenant est Monsieur Florent Meyer, qui est directeur des opérations suisses chez Transitech. Florian, vous avez un micro, il y en a, je crois qu'ils sont tous où je vous passerai le mien. Je vous donne ce magnifique objet de technologie moderne et vous pouvez faire passer les slides et nous expliquer. Vous avez 4 minutes, Monsieur Meyer. Bonjour à toutes et à tous. Oui, on m'a dit 4 minutes, on m'a donné un titre et on m'a donné une consigne, beaucoup de chiffres. Alors je vais essayer de malgré tout pas vous noyer avec tous ces chiffres. Alors là, il manque la page de titre. Je regarde la technique. Rien ne bouge. Alors je vais passer directement à la suite. L'idée, c'était de vous expliquer que la problématique de se projeter à un horizon aussi loin que 2050, c'est évidemment quelque chose de difficile, on n'a pas de boule de cristal pour cela. Il est peut-être intéressant de d'abord regarder la situation du passé, la situation du présent en termes de mobilité en Valais, pour définir en fait quels sont les véritables enjeux liés à la mobilité. Si on regarde la mobilité, c'est une question de temps long. Vous avez ici un graphique qui représente depuis un certain nombre d'années le nombre de passagers fois kilomètres qui sont parcourus en Suisse dans sa globalité. Et puis vous voyez que la part de la voiture est la plus importante par rapport au transport public ferré et à la mobilité active qui se trouve dans un pourcentage très réduit. Il y a eu pendant ces années-là de nombreuses technologies nouvelles, smartphones, Internet, etc. Vous constaterez que finalement, ça a très peu d'influence, ce genre d'éléments, sur nos comportements et notre mobilité. Bien sûr, on n'est pas à l'abri d'événements un petit peu plus importants qui pourraient avoir un effet disruptif fort sur nos comportements. Une guerre, une catastrophe naturelle, voire une pandémie. Vous constaterez que dans les années 2020, lorsqu'on a eu cette pandémie de Covid-19, au fond, il y a eu un petit contre-coup, mais qui finalement, d'ici 2025, on a vu que quasiment tout est rentré dans l'ordre et on a continué à se déplacer de la même manière. C'est également une mobilité n'est rarement en fait une fin en soi, on ne se déplace pas juste pour se déplacer, ça répond à un besoin d'accessibilité, lequel est directement finalement dépendant des conditions dans lesquelles on se trouve, que ça soit socio, culturel, économique, touristique. Et si on zoome sur le Valais, on peut constater des spécificités locales, telles que par exemple la répartition géographique de la population, qui est très hétérogène dans ce canton, avec néanmoins une population fortement représentée dans la vallée du Rhône, plus que 75% de la population du Valais, qui compte environ 365 000 habitants, se trouve dans la vallée du Rhône, avec notamment 4 agglomérations. On a une topographie, des distances qui sont peut-être adéquates pour du vélo, pour des transports publics également. Et puis on a des vallées latérales avec des zones un peu plus denses, avec des zones touristiques également et de loisirs qui posent donc certaines questions. Et puis on a d'autres vallées un petit peu plus reculées qui elles aussi ont donc bel et bien des enjeux différenciés. La particularité du Valais, vous retrouvez ici le nombre de voitures de tourisme pour 1000 habitants, ce qu'on appelle le taux de motorisation pour l'entier des cantons suisses. Alors entre les valeurs maximales telles que Zug avec 765 véhicules pour 1000 habitants ou Bâle-Ville sont opposés avec 323, le Valais est malgré tout dans la tête du peloton avec 650 environ véhicules pour 1000 habitants. Ça en fait le 3e canton de Suisse qui a le plus de parc automobile pour ses habitants, qui, la Suisse, est en moyenne autour des 535 véhicules pour 1000 habitants.
On y retrouve également dans les manières de se déplacer, issues du recensement de 2021. Vous retrouvez sur la droite le Valais avec à peu près 77% des déplacements qui sont effectués en voiture, avec une très petite part, par exemple, pour la mobilité active de l'ordre de 5 à 6%. Donc on voit bien, comme ça a été dit, un canton qui est malgré tout très ancré sur la voiture. À l'horizon 2050, quelle perspective ? Évidemment, la dynamique démographique va avoir un rôle essentiel, économique également. Le canton du Valais a eu une progression démographique entre 2022 et 2023 la plus forte de toute la Suisse, avec environ une augmentation de 2,4% de la population contre une moyenne nationale de 1,7%. Et puis les projections qui sont faites à l'horizon 2050, vous voyez cette diversité également entre les différents districts du canton, avec un appauvrissement, une diminution, voire une stagnation du nombre de populations sur les hauts. Par contre, toute la région du Chablais qui subit quelque part les effets de cette charge importante de population sur le bassin lémanique se retrouve avec une augmentation la plus forte qui dépasse les 20%. Les perspectives d'évolution du transport, puisqu'ici ce sont des données externes mais qui influencent la mobilité. Si on regarde directement les perspectives d'évolution du transport à l'horizon 2050, ce sont une illustration et des chiffres qui sont fournis par nos offices fédéraux, notamment d'aménagement du territoire, l'Office des transports, l'Office fédéral des routes. Vous y retrouvez quelques chiffres. Dans la plupart des scénarios qui sont considérés, notamment dans le scénario de base qui prévoit une augmentation de la population d'environ 20% et de 60% du PIB à l'horizon 2050, on retrouve, malheureusement, diront certains, qu'on a souvent une prolongation des tendances actuelles avec peut-être une petite différenciation sur les parts modales, puisqu'on voit la part du vélo qui augmente et qui double, c'est pas neutre, mais qui passe de 2 à 4%, et une diminution de la part de la voiture de l'ordre de 73 à 68%. Donc les défis par rapport à cette situation, je pense que vous êtes tous conscients de cette problématique principale qui concerne l'urgence climatique. On pourrait évidemment, et on en parlera aussi des embouteillages, des problématiques autres que celui-ci, mais déjà l'urgence climatique, on pourrait y passer évidemment plus que 4 minutes sur cette thématique. J'ai repris uniquement deux slides qui vous montrent un petit peu la problématique, à savoir notamment la concentration de CO2 dans l'atmosphère qui n'a jamais été aussi élevée. Petit clin d'œil quand même aux théories de Bistro qui s'orientent sur les dernières années. Lorsqu'on regarde le temps long, je crois que le graphique est suffisamment explicite. Et puis à droite, l'écart moyen de température mondiale par rapport à la moyenne. On a des conséquences de la hausse de ces émissions de gaz à effet de serre qui sont directes ou indirectes d'ailleurs, qui sont très, très importantes, d'autant plus pour un canton alpin comme le nôtre. Et puis le GIEC, que tout le monde connaît, sur les 127 risques qu'ils ont identifiés, ils ont clairement annoncé que la nécessité était d'agir sur l'ensemble des thématiques, que ce soit l'agriculture, sylviculture, énergie et transport, évidemment. Alors pourquoi transport ? Parce que, en termes de gaz à effet de serre, vous avez une représentation des émissions directes uniquement, et pas des produits importés en Suisse, mais des émissions directes sur toute la Suisse. Vous voyez que le transport représente plus d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre, et puis qu'à l'intérieur de ces transports, l'essentiel, c'est le transport routier, et à l'intérieur des transports routiers, l'essentiel, c'est la voiture de tourisme. Donc la voiture de tourisme, à elle seule, génère plus de 20% des gaz à effet de serre en Suisse. Je m'étais amusé à regarder, on pourra après discuter avec monsieur, qu'entre en 1996 et 2020, sur les 25 dernières années, le poids des voitures, par exemple, qui ont été mises en circulation, donc pas sur l'entier du parc automobile, mais celles qui ont été mises en circulation en Suisse ont augmenté de près d'un tiers. Rien que ça, en 25 ans, imaginez-vous si on se projette à l'horizon 2050. Et face à cette situation, et j'en terminerai là, que faire ? Et là, la mobilité, les transports ont évidemment leur rôle à jouer et leur part à réaliser. Il faut travailler sur tous les fronts, ça me paraît assez évident. Il y a des éléments technologiques, on pourra y revenir, sur notamment l'efficacité énergétique liée aux véhicules. C'est quelque chose qui est, à notre sens, nécessaire mais insuffisant.
Il faut travailler sur des éléments de taux de remplissage des véhicules, sur des éléments de report modal, pousser les gens à utiliser des transports en commun plus que des transports individuels. Et puis, il faut également jouer sur la demande et sur la manière de devoir se déplacer. On ne parlera pas d'immobilité, bien au contraire, mais on parlera plutôt d'une mobilité de courte distance avec une vraie notion et une vraie nécessité de sobriété pour pouvoir atteindre des objectifs accessoirement que la Confédération s'est fixés à l'horizon 2050. Et ça va être indispensable de modifier nos comportements pour pouvoir atteindre ces différents objectifs. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Meyer, de vos chiffres. Alors, Monsieur Meyer de Transitech, c'était un peu notre caution au niveau des chiffres. Il fallait qu'on parte de quelque chose et qu'on ait quand même on ait une base pour pouvoir en discuter. Moi, il y a des chiffres qui m'ont quand même intéressé. Il y a quand même, si on passe de 68% pour la voiture à 70% à 68%, ou 2% pour le vélo à 4% à l'horizon 2050, ça fait vraiment... C'est pas grand-chose, c'est déjà, mais c'est pas grand-chose. Donc j'ai un peu l'impression que c'est comme, le sentiment que j'ai là, c'est qu'il y aurait peut-être un peu de peine encore à évoluer. Mais pour ce qui est de ces choses que l'on peut raconter, je vous laisse rester sur la scène et puis Monsieur Pellissier va venir parce que avec Vincent Pellissier, ce que l'on voudrait voir, c'est quelle est la position du Valais, du canton, parce qu'on parle de véhicules, on parle de la charge, le tiers des véhicules qui prennent un tiers supplémentaire, mais ce qui est aussi important, c'est les voitures circulent sur des routes, et les routes, c'est une infrastructure, et une infrastructure où elle en est aujourd'hui en 2025. On s'est eu quelques fois au téléphone avec Monsieur Pellissier, et une des premières choses qu'il m'a dit, c'est bien que vous me téléphoniez maintenant, le dernier caillou est tombé sur la route. Donc, on en est où en 2025 et où est-ce que l'on va aller en 2050 déjà au niveau des infrastructures routières? Alors bonjour à toutes et à tous. Peut-être en préambule, moi ce qui m'inquiète, c'est que 25% de prise de poids en 25 ans. Je crois qu'il n'y a pas que les voitures qui ont pris de l'embonpoint. J'imagine que le futur sera différent, en tout cas je l'espère. Peut-être sans revenir sur les différents éléments qui ont été cités par Florian. C'est vrai que le canton du Valais a cette particularité qu'il a une population qui double entre la semaine et le week-end. 365 000 habitants, à peu près 700 000 habitants durant les périodes de vacances. Et ça, en termes de gestion d'un territoire, c'est une saisonnalité qui est extrêmement forte. Il faut faire face à cette saisonnalité. Pour être très clair, nos infrastructures, elles sont vides 95% du temps, elles sont saturées 2% du temps, elles sont bien utilisées 3% du temps. Donc comment gérer une industrie où la majorité du temps, l'infrastructure coûte beaucoup trop cher pour l'usage qu'on peut en avoir? Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on diminue des routes? On arrête certaines routes? Alors, je vais répondre à ça. C'est vrai que le canton du Valais a posé une stratégie il y a une dizaine d'années qui disait qu'on veut se déplacer moins mais mieux, en meilleure sécurité, de manière plus efficace et aussi dans une vision un peu plus durable du monde que ce qu'on a pu mettre en place avec les technologies du passé. Je pense qu'il ne nous appartient pas de juger ce que nos prédécesseurs ont fait. Ils ont tous fait avec la meilleure conscience possible. Nous, aujourd'hui, on a des nouvelles connaissances. Ce qui a changé dans cette vision, c'est qu'on sait qu'à chaque fois qu'on crée des infrastructures, on génère du trafic. On a coutume de dire avec Florian que ceux qui plantent des routes récoltent des bouchons, récoltent du trafic. Pour nous, que la voiture elle soit thermique ou électrique, ça ne change absolument rien pour le gestionnaire de l'infrastructure. Le bouchon, il est identique. J'ai aussi coutume de répondre aux gens qui me disent « je suis dans le bouchon ». Non, vous êtes le bouchon. Donc c'est vraiment nos usages qui font qu'on génère des bouchons. Comment travailler? Comment utiliser cette infrastructure 95% du temps où elle n'est pas utilisée? Comment écrêter les pointes? C'est une des questions. C'est comment ne pas construire plus? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est tous conscients de la finitude des ressources. Le territoire est par définition fini. On ne va pas pouvoir continuer à ajouter des routes sur des routes. La population suisse a été assez claire. Augmenter la taille du tuyau entre deux entonnoirs, ça ne résout pas le problème aux entonnoirs. Donc ce n'est pas en construisant des autoroutes supplémentaires qu'on va pouvoir changer la demande de mobilité.
La réflexion dans les Alpes, elle est un petit peu particulière, parce que ce qu'a présenté Florian, c'est vraiment une évolution assez linéaire. Donc l'évolution, la croissance du trafic, elle dépend du PIB, elle dépend de la croissance démographique, elle interroge. Et ce qui est nouveau, c'est que les Alpes, dorénavant, ont, et je le citerai mon ami historien Séverin Duc, ont un passager clandestin qui s'appelle le dérèglement climatique. Et aujourd'hui, le business as usual, continuer comme avant en absorbant cette croissance, en absorbant ces éléments qui étaient très linéaires, c'est plus possible. On a des éléments disruptifs, on en a connu par le passé. Notre professeur de droit disait toujours « vous inquiétez pas pour ces conditions-là, ça n'arrive jamais », ou alors quand il y a une guerre en Europe, une pandémie mondiale ou un tremblement de terre. Voilà ce qui nous attend prochainement en Valais. Cet élément nouveau, ce passager clandestin dans les Alpes, le dérèglement ou le changement climatique, alors oui, on peut influer sur les mesures pour diminuer les gaz à effet de serre, mais comme gestionnaire de l'infrastructure, on ne peut pas dire qu'on va corriger ça à une temporalité longue, on s'inscrit dans le temps long. Donc on doit pouvoir répondre, on doit pouvoir accessibiliser nos infrastructures, nos régions de montagne. Il a été dit que les Valaisans vivaient à près de 80% en plaine, mais les Valaisans sont tous des montagnards. C'est-à-dire que l'accès à la montagne est cela qui est unique dans notre canton, et c'est cela aussi que nos hôtes viennent chercher. Donc l'accessibilité à la montagne fait partie de l'identité culturelle de ce canton, et c'est ce qui nous différencie, par exemple, de Zurich ou des rives du Lavaux avec leurs bateaux exceptionnels. Donc Vincent, la possibilité, il y a une conférence qui a lieu aujourd'hui sur la mobilité pleine montagne. Donc l'idée, c'est de construire plus de liaisons téléphériques, par exemple. Ça serait une possibilité d'améliorer la mobilité douce. Alors l'idée n'est pas de construire plus, l'idée est de construire moins, mais mieux. Donc on ne parle pas de démobilité, on parle plutôt de mobilité qualitative versus de mobilité quantitative. On n'a pas besoin toujours de se déplacer plus pour avoir accès à de la culture, à de l'éducation, à de la formation. C'est aussi plus, mais ça ne consomme pas des ressources finies. Et la première ressource finie qui nous entoure, c'est le territoire. Merci beaucoup Vincent. On vous retrouvera ensuite avec 2050 et à l'heure des questions et avec le dialogue que l'on pourra instaurer avec le public. Maintenant, j'accueille Clément Ram aussi sur scène, qui est donc chercheur des mobilités à l'EPFL. Donc je vais appuyer sur le petit bouton pour avoir ce... Voilà. Et l'idée, Clément, est venue avec l'idée des métaphores. Alors je veux que vous nous expliquiez ce que sont ces métaphores de l'individu, du territoire et des systèmes, déjà. Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être ici ce soir. Et merci à Florian et Vincent pour vos deux présentations qui, pour moi, je m'inscris vraiment dans cette lignée. Alors je vais commencer par une nouvelle métaphore, celle du donut, qui pour moi représente vraiment un peu l'enjeu en fait qu'on va discuter ce soir. Le donut, donc ça vient d'une économiste anglaise qui s'appelle Kate Raworth. Elle parle donc le cercle intérieur du donut, c'est nos besoins, c'est nos besoins de logement, de travail, d'accès à la santé, à l'éducation, etc., d'accès à la montagne aussi en vallée. Et puis le cercle extérieur de ce donut, c'est les limites planétaires qu'on évoquait à l'instant. C'est le changement climatique, c'est la fonte des glaciers, l'érosion des sols, tous les enjeux que le Valais aussi, dont le Valais fait l'expérience. Et puis donc finalement ce donut il est relativement fin en fait, c'est cette bande dans laquelle on doit s'inscrire avec notre mobilité. Or, force est de constater aujourd'hui que, en tout cas pas pour toute la population, on ne satisfait pas tous nos besoins pour une certaine frange de la population, et en revanche on éclate complètement les seuils des limites planétaires de par notre mobilité, comme montrent les chiffres de Florian. Du coup, devant ce constat, en fait, Peut-être juste, vous pouvez donner 2-3 exemples, parce que ce que vous dites, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'inégalités entre différentes couches de la population. Effectivement, c'est là que je voulais en venir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde notre système de transport actuel, on a une hiérarchisation de la mobilité, une pyramide de la mobilité qui met l'automobile au sommet de par nos infrastructures, l'espace, l'utilisation de l'espace, mais également les investissements, plein de niveaux. Donc l'automobile, ensuite les transports publics,
Et enfin, les utilisateurs de la mobilité douce, du vélo, de la marche, etc. Et puis, je pense que l'enjeu aujourd'hui, et en allant vers 2050, c'est d'inverser cette pyramide des mobilités, de mettre les piétons, les cyclistes, puis les transports en commun et enfin l'automobile dans ce sens-là, en fait. Et je pense que donc cette équité sociale que vous évoquez, Chantal, elle passe évidemment par l'accessibilité, de pouvoir accéder à ces ressources, à l'éducation, à la santé, au travail, etc. Elle passe également par la sécurité. C'est-à-dire que, comme vous évoquiez, le fait que les voitures soient de plus en plus grandes, elles sont également de plus en plus dangereuses. Et elles tuent de plus en plus. Et puis, enfin, question de santé. Hein. La mobilité, on vit des vies de plus en plus sédentaires. La mobilité active nous permet également d'être en meilleure santé. Donc il y a plein d'enjeux qui dépassent, en fait. Ouais, donc on est d'accord, le monde change, il y a quand même un paradoxe. On est conscient de ces enjeux climatiques, mais comment nous, en tant qu'individus, on peut faire bouger les choses, on peut changer ça va passer par quoi? C'est quoi notre possibilité? Alors, je reviens avec ces fameuses métaphores que Avec vous le évoquiez. donut, On peut regarder cette transition à l'échelle individuelle des individus, donc changer nos pratiques, changer également. C'est vrai que l'automobile est très ancrée dans nos habitudes, dans notre quotidien, mais dans tout ce qui nous entoure. En fait, elle est omniprésente. Et puis, un petit peu essayer de repenser en fait comment on se déplace. Bien sûr, beaucoup d'entre nous sommes captifs de l'automobile de par où est-ce qu'on réside, où est-ce qu'on travaille, etc. Mais certains d'entre nous également la prennent peut-être plus par habitude. Donc essayer d'aller secouer un petit peu ces comportements, ces habitudes. Ensuite, il y a la dimension du territoire qui est essentielle. J'espère que votre successeur Vincent continuera en fait cette dynamique de développer des infrastructures qui permettent aux gens de se déplacer, une accessibilité également en ville, donc tout ce qui est pistes cyclables, infrastructure pour la mobilité douce, et puis commerce de proximité, etc. Et enfin, donc au niveau du système, c'est reconnaître l'interdépendance de tous ces systèmes. Comme disait Florian, on ne se déplace pas toujours juste comme ça, mais on se déplace pour se rendre au travail, pour se rendre dans différents lieux où on doit se rendre. Donc reconnaître en fait, avoir une vision globale en fait de cette mobilité. Pourquoi est-ce qu'on se déplace? Est-ce qu'on peut réduire nos déplacements? Et voilà cette perspective aussi de l'évolution, la transition du secteur énergétique. Il faut que la transition de la mobilité accompagne. D'accord, merci. Donc là, on est dans les enjeux et les défis que nous connaissons en 2025. On verra plus tard pour 2050. J'appelle maintenant Monsieur Hubert Ortner, puisqu'on a parlé des véhicules. On a dit qu'ils sont, les véhicules prennent de plus en plus de place. Ils sont toujours là. On a vu que les chiffres diminuaient très très peu. L'intérêt d'avoir Monsieur Hubert Ortner qui est communicant des groupes automobiles, on va dire ça comme ça, c'est juste. Et oui. Oui, c'est juste. Bonjour à toutes et à tous aussi. Nous, chez la formation For You, on travaille dans le secteur automobile pour faire la formation pour plusieurs marques, pour plusieurs genres, hein, mais pas uniquement en Suisse, aussi en Autriche, en Allemagne, en Portugal, en France, dans différents pays. Et je crois la raison pourquoi moi je suis ici sur scène, c'est l'effet, vous avez parlé de beaucoup de changements. Moi, j'ai commencé à travailler avec des véhicules électriques en 2010. Et j'ai commencé à rouler moi-même un véhicule électrique en 2014. Depuis 5 ans, on roule maintenant dans la formation For You que des véhicules électriques 100%. Je fais environ 70 000 km par année en voiture électrique. Et si vous m'aurez dit il y a 5 ans, qu'aujourd'hui, en 2025, je fais 70 000 km avec des véhicules électriques. À l'époque, j'aurais dit et répondu, je ne peux pas imaginer que moi, je change mes méthodes, que je change tout chez moi pour faire ça. Et ça, c'est quelque chose que ça joue beaucoup aussi pour ce que vous avez dit tout à l'heure, que si vous êtes ouverte pour changer des habitudes, vous êtes ouverte pour la mobilité en avenir. Aujourd'hui, on ne peut pas croire dans quelle façon ça va passer, mais il faut tout d'abord, comme vous avez dit aussi, être ouverte. Mais vous parlez de changement, hein, c'est un peu le mot que vous avez utilisé, mais un changement qu'on passe de véhicules
à essence, à énergie fossile, à des véhicules à énergie électrique ou hybride, ça ne va pas changer le nombre de véhicules. On voit qu'au niveau des chiffres, on va rester à peu près toujours avec les mêmes véhicules. Il y a des possibilités quand même, dans ces enjeux, on peut aller quand même... il y a des pistes de votre côté. Que disent les grands? Oui, il y a plusieurs marques qui ont déjà commencé à partager des véhicules assez simples pour tout le monde. Et ça, c'est une chose qui est aussi très intéressante, surtout en Suisse, que tout le monde veut être propriétaire d'un véhicule. Et dans l'avenir, on ne va plus être propriétaire d'un véhicule. Et les vendeurs d'aujourd'hui ne vont plus être des vendeurs dans l'avenir, ils vont être des... loueurs. Peut-être des loueurs, mais plutôt des conseillers de la mobilité. Et si je veux faire aujourd'hui ou demain une étape d'ici à Zurich, peut-être je ne vais pas faire ça avec ma voiture. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au présent, les garagistes, dont finalement le cœur de métier, c'est de vendre des voitures, ils sont conscients globalement de ces défis et de ces tensions qui font partie de la solution? Ça, c'est aussi un changement, surtout pour les garagistes et pour les vendeurs, que dans l'avenir, la façon à vendre va être dans une autre façon, va être dans une autre manière. Et je peux vendre dans l'avenir, mais plus un véhicule, mais la mobilité. Et si ça c'est une mobilité publique, si ça c'est une mobilité privée, si ça c'est une mobilité de plusieurs sociétés, on verra. D'accord, merci. Alors parlons des véhicules et parlons aussi des nouvelles énergies avec Sylvia Marat. Merci Monsieur Ortner. Bien sûr, si on reste avec des véhicules électriques, il faut avoir quand même la possibilité de pouvoir les utiliser. On a vu qu'avec les derniers chiffres de vente, les véhicules électriques ont perdu un petit peu la cote. Les véhicules hybrides ont augmenté parce que les gens n'ont pas forcément vraiment confiance à utiliser une voiture électrique pour partir en Espagne et se disent qu'ils préfèrent encore conserver quelque chose qui leur permet de rouler, arriver à bon port. Donc, si on n'a jamais essayé à faire ça, on ne va pas être fan. Mais si vous parlez aujourd'hui avec des gens qui roulent que sur un véhicule électrique, qui font les longs trajets sur un véhicule électrique, on ne veut plus changer. Parce qu'il y a d'autres avantages qu'on n'a pas encore constatés si je roule toujours un véhicule thermique. Merci. Donc, regardons avec Madame Marat, qu'est-ce que Oiken, qu'est-ce que les grandes entreprises énergétiques, qu'est-ce qu'on peut faire quels sont les enjeux déjà aujourd'hui en 2025, quand on voit qu'on a été un peu rattrapé par l'actualité, puisque lundi, le Portugal et l'Espagne ont été complètement en blackout, enfin, il n'y avait plus rien. Donc, est-ce que c'était déjà quelque chose qui pourrait arriver chez nous? On sort un petit peu du contexte de la mobilité, mais on pourrait vivre ça, nous? Oui, c'est possible, tout à fait. Merci. On ne souhaite pas, mais oui. C'est D'ailleurs, la possible. Confédération vient de rappeler ce qu'il faut avoir chez soi en cas de pénurie électrique. Voilà. Et puis pour ce qui concerne les véhicules, alors naturellement, il y a l'envie, des véhicules électriques qui dans l'idée d'avoir une décarbonisation, on dit comme ça, pour 2050. Il y a des enjeux, il y a des envies. Comment les grandes grandes entreprises énergétiques se préparent parce qu'on entend des fois des gens qui disent oui mais bon moi je prendrais bien une voiture électrique mais aussi j'ai pas de borne ou je suis pas propriétaire, je suis locataire, enfin c'est difficile, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Quelles sont les choses que vous pouvez apporter pour qu'on puisse avancer? Alors ce que nous en tant qu'énergéticiens on peut faire c'est augmenter le réseau de bornes publiques. C'est d'ailleurs aujourd'hui, le réseau suisse est le plus grand réseau public pour les voitures électriques. Donc aujourd'hui, si vous roulez en électrique, et moi je roule en électrique depuis 8 ans, vous n'avez aucun problème à recharger vos voitures sur du réseau public. Ça veut dire qu'il y a assez, selon vous? Il y a assez. Par contre, il faut se déplacer. C'est-à-dire qu'il faut passer d'une ville à l'autre ou être sur le réseau des autoroutes pour avoir toujours accès à des bornes de recharge. Où on doit aller un pas plus loin encore, c'est pour les résidents. Et donc, donner accès à des possibilités de recharger sur des résidences privées. Et là, le Valais est encore un petit peu en retard par rapport à ses voisins. Ça, c'est évident. Maintenant, ça, c'est pour vraiment dire qu'est-ce qu'on peut faire pour amener l'électricité à la personne qui veut charger sa voiture. Au consommateur individuel, on va dire ça, à la famille.
Donc, sur cette réseau de bornes publiques, mais il y a énormément de possibilités aujourd'hui, notamment par des installations photovoltaïques, où on peut augmenter sa part d'autoconsommation en ayant une voiture électrique. Alors vous allez me dire, oui, mais si on n'est pas là la journée et que mes panneaux photovoltaïques ils produisent la journée, le soir, je ne peux pas charger ma voiture. Et puis c'est là où on arrive sur des nouvelles technologies, des combos, où petit à petit, tous les investisseurs qui ont mis des panneaux photovoltaïques vont avoir une batterie à la maison qui va stocker et qui va être utilisée pour charger la voiture le soir. Et si ils ont fait du télétravail, la propre voiture peut devenir, elle, une batterie qui peut alimenter la maison le soir. Donc là, c'est une transformation, vraiment une transformation au niveau des usages, mais aussi une transformation des métiers et une transformation de la consommation d'électricité. D'accord. C'est des batteries qui coûtent cher, ces batteries que l'on utilise à l'interne pour... Il y a un prix qui peut empêcher le client d'avoir quelque chose de cet ordre-là. Alors aujourd'hui, les batteries ont bien baissé, mais elles vont devenir, je dirais, rentables dans 2-3 ans. Pourquoi ? Parce qu'il faut aussi que les technologies soient éprouvées. Aujourd'hui, les batteries sont principalement au lithium, elles ont des quantités de charge-décharge qui sont quand même limitées, donc vous allez avoir un impact assez rapide sur la performance de la batterie qui va perdre de sa performance comme sur vos téléphones portables. Et donc la technologie doit encore évoluer. Avec l'évolution de la technologie et avec le nombre de volumes vendus, le prix unitaire va baisser. Ce prix unitaire, on l'attend à l'ordre de 2000 francs d'ici 12-24 mois, et à 2000 francs pour 10 kWh, ça devient tout à fait quelque chose de rentable pour une maison individuelle. D'accord, je voulais juste que vous me disiez un petit mot sur Euken et les transports publics de la ville de Sion. Oui, alors Euken a vraiment à cœur d'investir dans la transition énergétique et dans la décarbonation. Donc nous sommes partenaires de Carte Postale sur Sion. C'est un hub expérimental. Donc déjà Carte Postale a électrifié l'entier de sa flotte et le site de Sion sert de hub cobaye pour l'ensemble des cartes postaux en Suisse. Donc c'est un enjeu vraiment important puisque comme vous connaissez notre paysage, les bus ne roulent pas uniquement en ville, mais desservent aussi les localités de montagne et donc économisent de l'électricité ou rechargent le véhicule en descente, mais par contre on consomme beaucoup sur la montée. Donc il y a une analyse vraiment très poussée sur les déplacements des véhicules, quelle batterie il faudrait au niveau du garage pour que les bus, quand ils arrivent, puissent se recharger rapidement, puisque les créneaux entre deux tournées ils sont de 15-20 minutes. Et puis, tout cela alimenté en énergie renouvelable, évidemment. Merci beaucoup, Madame Marat. Donc, nous avons fait le tour avec nos 5 experts. Et moi, je voudrais que Chantal fasse un peu un résumé de tout ce qui a été dit. Donc, on va essayer de faire, pour reprendre un petit peu l'ensemble des mots des experts pour continuer et partir sur 2050. Alors, ça va être dur de faire un résumé, mais peut-être juste de nouer la gerbe avec quelques champs de tension qui ont été évoqués. Et on voit bien, quand on pense aux enjeux d'aujourd'hui, avec cette image du donut, on a d'une part un défi collectif à revenir dans les limites planétaires et avoir une économie et une mobilité décarbonée, donc quelque part se passer des énergies fossiles. Et en même temps, on voit à quel point on est dépendant des voitures. Et à quel point, au fond, la majorité des déplacements, et le Valais, d'après les chiffres qui nous ont été montrés, a un taux de possession de voitures encore supérieur à la moyenne suisse. Alors on peut se dire, effectivement, la voiture électrique peut être la solution. Et Madame Marat nous a évoqué le fait qu'il y a assez d'énergie. La question qu'on peut se poser, c'est évidemment, il y a peut-être assez d'énergie, mais si finalement on regarde tous les autres secteurs qui doivent aussi passer aux énergies renouvelables, est-ce qu'il n'y a pas un champ de tension aussi ? Et est-ce que vraiment tout le monde passe aux voitures électriques ? C'est la solution. Et on a bien entendu que pour en tout cas un certain nombre d'intervenants ce soir,
et même pour vous, le public, parce que vous avez été très nombreux à finalement ne pas voir la voiture électrique comme une solution. Il y a d'autres questions sur lesquelles il faut qu'on se penche aujourd'hui, qui sont finalement aussi nos usages, nos types de mobilité. Et Clément a parlé de l'inversion de la pyramide. Alors sans doute, quand on regarde les chiffres de la pyramide, de l'inverser, ça semble extrêmement ambitieux, mais en tout cas de questionner cette pyramide des mobilités, ça a été souligné, je crois, par plusieurs intervenants. Et puis peut-être le dernier champ de tension qui est cette question de l'accès. Alors ça était, tu as posé une question, mais les voitures électriques, ça reste cher. Beaucoup de personnes ont parlé même des mobilités transport public comme étant un enjeu au niveau du prix et de la fréquence. Donc cette question de l'accès en termes de prix et de coût reste un enjeu important, mais aussi la question de l'accès que vous avez souligné aussi, Monsieur Pellissier, de l'accès aux régions de montagne, en Valais, où il y a peut-être moins de personnes, on l'a bien vu avec le schéma, mais où ces personnes, et que ça fait partie de l'identité du Valais, et que même si c'est pas rentable, il y a un accès à garantir et que c'est un vrai champ de tension aussi, j'imagine. Très bien, je crois que nous avons un peu, enfin, on a fini pour la période 2025. On va passer à 2050 et nous sommes repartis sur le terrain pour demander aux habitants et aux habitantes du Valais avec une deuxième vidéo quelle mobilité au quotidien pour le Valais, donc entre futurs souhaitables et défis à relever. Et pour cette deuxième partie, nous avons voulu savoir ce que les habitantes et les habitants du Valais imaginaient de la mobilité au quotidien en Valais en 2050. Voici leurs rêves, leurs envies et peut-être leurs interrogations aussi. Si vous deviez vous pencher ou réfléchir à quelle serait la mobilité durable au quotidien en Valais en 2050, c'est-à-dire dans 25 ans, comment vous la verriez? Je serais plutôt sur de la mobilité verte, comme le vélo, la trottinette électrique. Et toujours le train pour transporter un maximum de personnes dans les différents endroits. Je pense que à l'heure actuelle, on a pas mal de choix, notamment au niveau des vélos qui sont proposés par la ville de Sion. Il y a eu à un moment aussi la hype par rapport aux trottinettes électriques. Donc je pense qu'on aura davantage de choix. Je la verrai avec peut-être avec des véhicules électriques. Peut-être plus transport électrique, peut-être voiture partagée, je ne sais pas. Est-ce que chacun va avoir sa propre voiture? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a plus de télécabines? Est-ce qu'il y a plus de petits trains? Des télécabines qui iraient dans toutes les vallées latérales, comme tous les projets qui partent de Ried, ça serait idéal. De Bramois. Après, est-ce que c'est réaliste? Je ne sais pas. J'espère qu'on va changer l'infrastructure routière. Si vous deviez utiliser un seul mot pour décrire la mobilité que vous voudriez en 2050, ce serait lequel? Facilité. Intelligent. Multiple. Ouais, plus durable, ouais. Écologie. Et voici donc ce que nos interviewés pensent de la mobilité en Valais, ce qu'ils imaginent de la mobilité pour 2050. Beaucoup de réponses, beaucoup d'envie et beaucoup de surprises. Voilà, j'ai essayé de faire une sortie à la Stéphane Bern. Donc ça c'était... Et pour vous, donc, quelle est votre vision de la mobilité en 2050 ? Nous allons essayer on va laisser la parole à Chantal et puis on va regarder avec vous ce que vous imaginez. Donc je pense qu'il y a un code QR. Pas encore. Alors je reviens en arrière et donc je te donne la parole. Oui, okay. Merci beaucoup. Donc avant de réentendre les experts, qu'on fera beaucoup réagir aussi sur ce qui est ressorti de la vidéo et puis de ce qui va ressortir de vos discussions, l'idée c'est de vous faire à vous qui êtes là un voyage en 2050. Donc, ce qui est important quand on fait des voyages dans l'avenir sur les futurs souhaitables, c'est que là, c'est un moment où on se connecte aussi à quoi est-ce qu'on aspire. Donc, on a vu beaucoup de défis, d'enjeux, et ça, bien sûr, après, il faut les reprendre pour penser comment on peut construire un futur souhaitable, tester après dans la mise en œuvre, dans le réalisme. Mais le moment qu'on vous propose de vivre là, c'est vraiment un moment où vous essayez d'imaginer le volet que vous souhaitez en 2050 et donc pendant un petit moment, vous posez sur le côté les oui mais. Donc vous partez et vous mettez de côté les oui mais pour vraiment vous connecter à une vision ambitieuse pour le Valais et sa mobilité en 2050. Donc vous allez imaginer qu'en 2050, on l'a entendu, le climat s'est réchauffé. Il y a des réalités qui sont là. Il fait en tout cas 2 degrés de plus en moyenne en Valais.
Il y a eu des intempéries, il y a eu des inondations qui se sont multipliées avec ce réchauffement. Il y a aussi eu de plus en plus de pics de neige et d'absence de neige à certains moments, ce qui a augmenté évidemment le coût des assurances, le coût de réparation des routes. C'est une réalité que vous connaissez déjà aujourd'hui, elle va s'accentuer dans ce 2050. Mais d'un autre côté, en 2050, le Valais est devenu un canton de plus en plus prisé par le reste des Suisses. Parce que les gens viennent y chercher la fraîcheur en été et il y a de plus en plus de gens d'autres cantons qui veulent déménager en Valais pour aller un peu en altitude. Il y a aussi une nouvelle agriculture en montagne qui s'est développée avec certains fruits, légumes qu'on ne peut plus planter dans la plaine parce qu'il y a trop de sécheresse et trop de chaleur. Donc, évidemment qu'à la fois ces événements climatiques et cet afflux de population ou de demande a créé un vrai débat en Valais entre les citoyens. Et vous allez imaginer que des forums citoyens comme l'ébauche de ce soir se sont multipliés. Il y a eu un profond débat pour se dire quel Valais on veut. Et ces forums ont abouti à un certain nombre de demandes, de propositions politiques qui ont commencé à être mises en œuvre dès 2035, qui ont permis de concilier en partie les enjeux climatiques, une certaine efficacité quand même économique, un équilibre économique et des deniers publics, et aussi une qualité de vie en Valais. Vous allez imaginer que vous arrivez dans 2050 et dans ce Valais-là, vous êtes heureux et fiers d'y vivre. Donc, on va juste compter les années. Donc, on est en 2025, on avance en 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. Ça s'accélère, on va à 2035, 2040, 2045, 2050. Je vais vous poser un certain nombre de questions. Vous allez voir quelles images vous viennent et après, vous aurez un petit moment d'échange avec votre voisin. Si vous imaginez le Valais, là où vous êtes en 2050, à quoi est-ce que ça ressemble autour de vous? Qu'est-ce qui a changé? Vous regardez juste les images qui vous viennent. Quelles innovations est-ce qu'il y a eu dans votre voisinage, juste à côté de vous? Comment est-ce qu'en 2050, vous vous déplacez majoritairement? Quels sont vos moyens de transport? Il y en a peut-être qui n'existaient encore pas ou à peine en 2025. Plus globalement, quand vous allez à Sion, qu'est-ce qui a changé dans la mobilité? Ou quand vous allez dans le canton de Vaud et vous revenez, qu'est-ce qui a changé aussi? Et puis dans les régions de montagne, qu'est-ce qui a changé également? Et finalement, comment est-ce que le tourisme est devenu plus écologique? Donc, je vous invite à vous tourner vers votre voisin ou voisine et puis vous avez 2 minutes pour échanger sur les images qui vous sont venues. Vous pouvez aussi faire l'exercice si vous voulez. Nous sommes donc dans la partie interactive. Et puis, on va revenir tous ensemble. Ça discute fort, c'est magnifique. On va faire sans le QR code, comme ça ne marche pas. Et puis... Alors, on va faire sans le QR code. Donc, je vous montre ce à quoi on va pas faire. Voilà. Donc, peut-être juste dans vos discussions et dans vos images qui vous sont venues, combien d'entre vous, levez la main, imaginez un Valais en 2050 où il y aurait moins de voitures? Ok, donc on est à peu près à 60-70% des personnes. Pour qui, au fond, un Valais souhaitable serait un Valais avec moins de voitures? Maintenant, je ne sais pas si c'est apparu dans vos discussions, si vous imaginez qu'il y a moins de voitures, est-ce que dans vos discussions, il y a eu des éléments que dans cette mobilité, il y avait justement une plus grande offre de trains et de bus, avec aussi des coûts peut-être réduits, accessibles, enfin non, pas peut-être, avec des coûts réduits? Pour combien d'entre vous c'est apparu dans vos discussions? Ok, un peu moins. Donc il y a moins de voitures,
mais pas forcément plus de trains à des coûts réduits. Pour combien d'entre vous, dans ce 2050 et dans ce Valais, il y avait beaucoup plus de pistes cyclables sécurisées? Sécurisées, tout à fait. Oui, donc on est à peu près à 20%. Et puis, pour combien d'entre vous, il y a eu cette idée d'applications qui permettent de faire du covoiturage, qui est apparue dans vos imaginaires, donc cette notion de covoiturage? Un petit 10%, on va dire. Voilà. Et puis, la dernière, c'était en trouvant d'autres solutions comme les quotas. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour qu'on on a le droit... Il n'y a pas, Vincent peut-être, vous pouvez nous expliquer, dans les années 70, j'ai le souvenir, il y a eu, à la grande période, on a eu des problèmes d'essence. Et il y a eu des jours, il n'y avait pas des dimanches où il y avait des gens qui pouvaient circuler. Des journées sans voiture. Ouais. Des journées sans voiture et des gens qui ne pouvaient circuler et d'autres qui n'avaient pas le droit de circuler. De tête, mais il faudrait vérifier. Hein. Il y a eu vraiment des journées sans voiture. C'était 2 dimanches. Ouais. Les plus âgés s'en souviennent, mais c'était. Je me rappelle être allé à tous les. On vous passera la parole. N'oubliez pas que pour vous faire parler, je dois venir vers vous avec le micro, autrement on ne pourra pas vous entendre. Chantal? Et puis peut-être juste pour terminer avec cette vision en 2050, avant qu'on revienne aux experts de vous, pour vous, en 2050, le tourisme est devenu plus écologique ou est-ce que c'est apparu dans vos discussions des solutions telles que, par exemple, limiter l'accès aux stations en voiture? Et je rebondis juste là-dessus avant qu'ils ne répondent. On vient d'avoir une discussion avec Florian et Vincent. Et Vincent disait il faut arrêter d'imaginer le Valais comme où le tourisme prend toute la place. On a communiqué sur le tourisme, mais ce n'est pas ça qui fait le Valais ou le PIB du Valais. C'est juste, Vincent. Donc l'idée du tourisme est une fausse idée. Est-ce que cette question tient la route? Alors, et après, on vous posera la question. C'est une vraie bonne question, parce que c'est vrai que dans le récit qu'on entend, hein, porté par Chantal, c'est un récit sur le Valais touristique. Le Valais, dans les points d'appui sur le développement économique, c'est certes le tourisme, mais c'est avant tout l'industrie et le tertiaire. Le tourisme a une tendance à perdre en pourcentage, mais en gagner en qualité. Donc quel tourisme on veut? Et il faut peut-être arrêter de penser le territoire valaisan pour des gens qui viennent 2 semaines par année, et puis imaginer le territoire valaisan pour des gens qui y habitent. On a 350 000 habitants qui vivent le Valais, et on a 350 000 qui viennent consommer le Valais. Donc pour donner des perspectives, il faut peut-être se poser la question, pour qui on aménage notre territoire? Donc on reprend la question de Chantal. Oui, tout à fait. Mais là, effectivement, on est dans le tourisme. La question d'avant était pour tout le monde, hein, cette notion de dire que finalement, même dans l'imaginaire des Valaisans, en 2050, il y a moins de voitures. Là, pour vous, dans vos discussions, juste avec la dernière question par rapport au tourisme, est-ce que certains d'entre vous ont imaginé justement des limitations d'accès aux stations? Ok, ouais, quand même à peu près 10%. Et puis, est-ce que, peut-être dernière question, il y en a d'entre vous qui ont imaginé des systèmes de taxation pour finalement taxer les visiteurs qui viennent en voiture individuelle? Qui permettrait de privilégier le transport collectif. Ouais. C'est un peu ça l'idée. Ok, merci beaucoup. Donc forcément, on ne peut pas restituer toute la richesse de vos discussions. On va continuer et après, vous pourrez encore, à partir de vos discussions, poser des questions aux intervenants. Peut-être d'abord, par rapport à vous, Monsieur Pélissier, vous imaginez circuler majoritairement comment alors en 2050? En Valais. Mais je suis pour l'impérialisme valaisan, donc je pense que le lac du Valais, c'est aussi une bonne perspective. Je pense que pour imaginer le futur, il faut quand même toujours s'ancrer dans le passé. Le passé, les Alpes, c'était un peuple d'entrepreneurs. Hein. Il y avait des conditions climatiques qui ont fait qu'on a dû se trouver des solutions pour avancer. Puis aussi s'ancrer dans le présent. Je l'ai dit, les points d'appui du Valais, ce n'est pas que le tourisme, c'est aussi l'industrie. Ensuite, si on se projette dans le futur, on va être très clair. Hein. Ce que vous nous avez dépeint pour 2050, c'est ce qu'on vit déjà aujourd'hui.
des événements climatiques extrêmes, des coupures de route, des cailloux qui tombent. En 2015, je suis arrivé, il y avait la Morge de Saint-Gingolph qui débordait. 10 ans plus tard, Stalden était coupé aujourd'hui. Donc rien n'a changé. Je dirais juste que les fréquences et les intensités ont augmenté. Donc ça va empirer, Vincent? Ça va empirer, oui, ça c'est une certitude. Maintenant, la question, elle est triple. Il y a les technologies. Aujourd'hui, les technologies, elles existent. Les véhicules autonomes, ils sont déjà là. Hein. On va encore baisser ce taux de remplissage puisqu'on aura des véhicules qui vont se déplacer tout seuls pour aller chercher des gens. Donc on va passer en dessous d'un véhicule, un passager par personne. Donc on va encore augmenter. Les technologies, on l'a dit, elles existent. Qu'elles soient électriques. Normalement, quand on parle de véhicules électriques, les gens disent « Oui, mais moi, je roule en voiture électrique depuis 5 ans. » Moi, je roule en véhicule électrique depuis 51 ans. Ça s'appelle le train. Ça marche super bien. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Hein. Donc, cet élément technologique, on a les éléments en place, on a les technologies en place pour faire une transition. Il y a le financement. Le financement, toujours, on dit « Oui, mais ça coûte cher. » L'utilisateur paye qu'une toute petite partie du coût de la mobilité. Les internalités, les externalités, les taux de couverture pour le transport public, on a en Valais un peu plus de 50% de taux de couverture, qui est plutôt un très bon taux de couverture. On a certaines lignes de transport public comme Tel-Zermatt qui font un taux de couverture supérieur à 100%. Mais les infrastructures routières, elles coûtent énormément d'argent qui ne sont pas internalisées pour le consommateur. Donc on ne le voit pas. Et dans notre pays, vous savez, on a mis, pour sauver l'UBS, il y a une quinzaine d'années, 66 milliards en 2 semaines sur la table. 66 milliards, ça représente un métro automatique comme celui de Lausanne dans toutes les villes suisses de 10 000 habitants. Pour le Valais, c'est Liège, Sierre, Sion, Martigny, Monté. Donc l'argent, il n'y a pas un souci. La dernière partie sur laquelle il y a une influence, c'est la partie sociologique. Ce sont des réponses de politique publique, pas individuelles. Les garagistes, ils font leur job. Ils doivent vendre des voitures, ils doivent vendre des pièces détachées. Ils perdent 40% avec les véhicules électriques. Donc finalement, eux, ils s'adaptent. Ils doivent avoir des règles claires. Euken, ils vendent de la molécule, ils vendent du CH4, ils vendent du méthane pour financer le chauffage à distance. Ils vendent du fossile, c'est leur job. Donc la si responsabilité, vous imaginez qu'on a elle est politique. pris un certain nombre de mesures de politique publique en Valais pour soutenir ce changement, qu'est-ce qui a permis que ça s'est transformé, que ces politiques publiques qui aujourd'hui sont C'est la conscientisation des populations. Ce genre de séance, il y a 10 ans, quand j'allais dans des assemblées publiques pour dire qu'on allait passer à 30 km/h, on se faisait huer. Aujourd'hui, c'est le grand public qui le veut. Comment ça se passe pour les 30 km/h en ville de Sion, des échos? C'est extrêmement intéressant. On a les médias qui ont donné la parole à ceux qui sont fâchés. Je vois pas de qui vous parlez. Uniquement. C'est dégueulasse. J'aurai plus de clients dans mon salon de coiffure. Le terme "c'est dégueulasse", c'est celui qui a été. C'est le titre. Qui a été titré. Hein. Aller dans un salon de coiffure, je l'ai fait tout à l'heure, à 30 km/h ou à 50 km/h, ça change rien du tout. Sauf si le salon s'appelle 30 km/h. Voilà. Ça ne change pas la coupe en tout cas. Ça change pas la vie du cœur de la cité. Ce qui change la vie du cœur de la cité, c'est de développer des zones commerciales, alors qu'on doit réfléchir sur une densification vers l'intérieur. C'est de développer la ville au quart d'heure, hein, ces circuits courts, ces courtes distances, qui nous permettent d'avoir des communautés qui s'échangent, qui vivent, etc. La ville à un quart d'heure près. Finalement, l'avenir de la mobilité, ce sera un avenir sociologique. Est-ce que on va vers une individualisation encore plus marquée, ou est-ce qu'on remet au cœur de nos réflexions la communauté? Merci. Et peut-être, Monsieur Meyer, par rapport aux chiffres que vous nous... D'abord, vous, comment est-ce que vous imaginez circuler en 2050 en Valais? Alors, on ne le voit pas, mais vous aviez votre logo de Forum Go 2050. Et puis, je vous aurais proposé pour la prochaine édition de l'année prochaine de rajouter encore une petite pastille. Il y a tous les modes de transport, mais il n'y a pas le piéton. Et je pense qu'on doit retrouver de la mobilité de courte distance, une volonté de se déplacer à pied. Je ne vais pas reprendre un célèbre éminent conférencier qui disait qu'on est avec des pieds et puis pas avec des pneus, parce qu'il l'a fait tout à l'heure, c'est pour ça que je me permets. Donc oui, en fait, on doit retrouver ça, et puis se vivre ensemble, en fait, il a bien été résumé communautairement, c'est lié à la planification, à l'aménagement du territoire, dans la proximité, et c'est de cette manière-là qu'on va résoudre beaucoup de problèmes, tout à fait.
Donc cette tension entre le fait que la plupart des gens imaginent un Valais avec moins de voitures et qu'en même temps, dans les chiffres de projection que vous avez montrés, c'est que la voiture continuerait plutôt à augmenter. Comment vous imaginez qu'elle puisse se résoudre? Ça serait par ces enjeux du vivre ensemble? Alors ils sont multiples. Il y a l'explication, il y a le fait de sensibiliser les gens à ces problématiques pour une prise de conscience de la problématique. Il y a des questions de gouvernance également. On a un système en Suisse particulier dont on en fait l'éloge, je suis tout à fait d'accord. Et puis en même temps, un poids très fort qui est donné aux communes. On voit que par exemple, on essaie de regrouper ces communes dans des projets d'agglomération, mais on laisse quand même aux communes in fine de porter certaines mesures. Il y aurait besoin peut-être d'une strate politique supplémentaire qui réfléchit de manière un peu plus groupée que simplement individuellement au niveau des communes. Donc en fait, il n'y a pas de solution unique, elles sont multiples. Il faut travailler sur tous les enjeux. Certains vont être subis, d'autres on pourra essayer d'être un petit peu avant-gardiste ou anticiper. Et puis il faudra mettre en place l'ensemble de ces éléments. On ne va pas pouvoir uniquement trouver une solution qui plus est technologique, qui nous permettrait par exemple de trouver la solution miracle. Ça, on y croit difficilement. Et puis vous, Clément, comment vous imaginez circuler en 2050? Personnellement, en vélo, j'ai toujours circulé en vélo. C'est juste depuis que j'ai commencé à travailler à l'EPFL que maintenant je prends le train tous les jours. Mais c'est vrai que le vélo me manque beaucoup. Après, voilà, je ne suis pas venu ici pour parler de moi. Je pense qu'un enjeu, c'est le vieillissement de la population. Donc pensez à toutes ces personnes qui de toute façon ne pourront plus conduire. Donc il faut, c'est impératif, cette ville du quart d'heure, cette accessibilité piétonne. Et puis également, on voit également des dynamiques chez les jeunes qui aujourd'hui attendent de plus en plus tard pour avoir le permis de conduire, voire choisissent de ne pas circuler en voiture. Donc on a des bouleversements également dans les envies des gens. Donc ces changements que vous évoquiez comme compliqués et difficiles, certes il l'est, mais on commence à le constater en fait. Et du coup, il faut aussi observer un peu ces dynamiques qui sont en train Et de puis vous avez abordé dans la première partie la question aussi des inégalités quand même d'accès ou de moyens financiers. Si vous pensez aux Valais, aux déplacements dans les régions de montagne, ou enfin pour des zones plus reculées, aux personnes qui doivent se déplacer pour aller à leur travail, comment en 2050 rendre accessible à tout un chacun une mobilité? Mais là aussi, c'est un mythe. Il n'y a personne qui habite dans les vallées reculées, comme je reprends 75% de la population vit en plaine, et puis plus de 95% vit à côté d'un arrêt de transport public en vallée. On a l'ensemble des grandes vallées latérales qui sont desservies par le fer, ou les dernières avec des infrastructures routières extrêmement qualitatives. Là aussi, il faut déconstruire le mythe du crétin Alors des Alpes. comment le rendre plus accessible pour les gens qui se déplacent en Valais, même si ce n'est pas de régions lointaines, mais cette question des inégalités d'accès? Inégalité d'accès à quoi? Accéder partout, tout le temps, par n'importe quelle condition. Ça, c'est une vision du monde démesurée. Peut-être qu'on doit remettre un petit peu au goût du jour, c'est la mesure. Et Monsieur Ramès? Mais je rebondis par rapport à ça et par rapport à cette conférence qui a lieu le 22 mai à l'Archipel. Est-ce qu'il y a... Je fais un peu de publicité. Hein. L'idée, c'est voilà, mais ok, si on doit utiliser des transports publics, comment on pourrait faire pour les rendre plus attrayants ou plus intéressants ou moins chers peut-être, mais c'est peut-être pas forcément. 2015-2025, l'État du Valais a mis en place un programme de développement du transport public. On a passé de 26,9 millions à près de 40 millions de passagers kilomètres. Donc 45% de croissance. Donc ça marche. Ça veut dire que si on offre un tram qui passe toutes les 5 minutes devant les Sédunois prennent le tram. Ils ne sont pas plus stupides que le reste du pays. Donc la clé, c'est la disponibilité du service, la disponibilité de l'offre. Et ça passe par une offre de qualité. Le prix, c'est moins important. L'élasticité du prix, elle influe. Mais je l'ai dit, le prix, c'est anecdotique. Personne ici voulait être banquier. On l'a tous été pendant quelques semaines à l'UBS ou au Crédit Suisse. Il y a assez d'argent dans ce pays pour investir dans nos infrastructures de mobilité et dans le service qui va avec. Ça veut dire qu'une des voies, c'est qu'en 2050, il y a un service de transport public beaucoup plus étayé. Sur des axes structurants. Par contre, il ne faut pas aller chercher. Faut pas imaginer qu'on puisse mettre un tram de 6 minutes partout dans le canton. Il y a des endroits où l'automobile
dans des endroits peu denses et éloignés fonctionne beaucoup, beaucoup mieux. Donc il ne faut pas opposer le transport public et l'automobile. L'automobile, au sens noble du terme, a du sens. Ce qu'il faut, c'est juste rééquilibrer, redonner la place qui a un peu prise la voiture dans les cœurs de cité. C'est clairement la tendance actuelle. Il y a des débats de temps en temps, des retours de balancier, mais la tendance, elle est claire. C'est le politique qui est plus conservateur que la population. La population est demandeuse de qualité de vie. Vous voyez, la place du Midi, on aime prendre cet exemple, c'est 9 ans de procédure, 9 mois de travaux. Aujourd'hui, aucun gestionnaire de terrasse de bistrot aimerait revenir à ce qu'on avait à l'époque. Alors ça fait un peu vieux con parce qu'on fait partie de cette génération où on a dû se battre pour la place du Midi, par exemple. Mais aujourd'hui, qui voudrait autre chose que la place du Midi? Encore plus de terrasses. Avant qu'on passe la parole quand même au public, quand même aussi vous laissez la parole, Monsieur Hortner et Madame Marat, par rapport à une vision 2050. Alors, on fait l'hypothèse que vous roulerez toujours en voiture électrique, mais comment, au fond, les garagistes, vous avez commencé à l'évoquer avant aussi, comment vous voyez en fait leur rôle, leur fonction, si vous développez un peu votre vision en 2050? À cause de ça que le transport va être un transport autonome, pour que tout le monde paye, soit par kilomètre, soit par minute, n'importe quoi. Autonome, pas uniquement dans les voitures, autonome dans les trains, autonome dans les bus, autonome dans les drones, peut-être, dans 25 ans. Et pour ça, il faut vendre la mobilité, il faut s'occuper que tout le monde est bien satisfait et content et que le système fonctionne. Et peut-être ça peut être la nouvelle fonction de plusieurs garagistes. Et Madame Marat, de votre côté, comment vous envisagez la mobilité en 2050 et quel serait le rôle d'Euken aussi pour favoriser cette mobilité? Alors je rejoins la majorité de la salle en espérant avoir moins de voitures aussi sur la route. Ça veut dire qu'il faut repenser nos habitudes. Mais ce qu'on est en train de vivre, c'est une transformation sociétale. Ce n'est pas uniquement la technologie au niveau de la mobilité. Alors, c'est excellent si on fait plus d'exercice et puis si on prend le vélo ou si on marche. Mais c'est beaucoup plus profond que cela. Il y a les modes de travail aussi, où on se questionne. Il y a le lieu d'habitation. Est-ce qu'on va habiter près de l'entreprise ou est-ce qu'on favorise plutôt du télétravail? Est-ce qu'on va habiter près des écoles, près d'une garderie? La société est en train de se transformer et je pense que c'est un tout qui fera qu'en 2050, chacun y trouve son compte, mais il est clair qu'il va falloir décarboner et donc se passer des énergies fossiles. Et c'est là-dessus où j'espère, et on y met en tout cas toute notre énergie à trouver des solutions pour décarboner. Merci. Maintenant, la parole est aussi à vous pour poser vos questions. Donc, j'ai un micro et puis je vais venir vers vous si vous avez soit des questions, soit des envies, soit comment vous voyez ce futur et vous voudriez partager cette vision de l'avenir. Peut-être avant que la première question vienne, à la sortie, il y a un petit magazine qui donne justement la vision des 10 dernières années et les projections sur le futur de la stratégie cantonale de mobilité. Il sera à disposition. Bonsoir, messieurs, dames. Alors, c'est très bien de demander aux gens de faire des efforts, c'est très très bien. Mais est-ce que les grandes entreprises suisses qui appartiennent à l'État pourraient aussi montrer l'exemple? Par exemple, la Poste. À Vétro, il y a un beau centre postal avec un accès au rail. Et la Poste a choisi de faire tout livrer ses camions depuis Dayan, tout en camion jusqu'à Vétro. Voilà. J'étais très déçu de voir que la Poste, une entreprise étatique, ne montre pas l'exemple. Voilà. Est-ce que quelqu'un a envie de répondre? Merci. On n'a pas de représentant de la Poste, mais... Est-ce que le canton, comme vous êtes responsable de la mobilité, est-ce que le canton n'aurait pas pu
demandez à la Poste d'être un peu un exemple. Alors évidemment que le canton a demandé de rester connecté sur le réseau ferroviaire. Les enjeux du transfert modal, des interfaces rail-route, il est énorme. Le canton a soutenu énormément aussi le terminal combiné de montée, qui va un peu dans cet esprit. Mais in fine, la Poste a un mandat de service public, certes. C'est une entreprise, c'est une société anonyme qui fait ses choix, qui pose ses choix. Donc nous, on n'a pas de moyen d'obliger un acteur privé. C'est pour ça qu'on doit offrir des conditions cadres les plus efficaces possibles pour qu'on incite. En Suisse, on préfère inciter que contraindre. Et c'est souvent comme ça que ça fonctionne le mieux. Ça prend un petit peu plus de temps, mais ça fonctionne quand même beaucoup mieux que dans d'autres pays. Donc l'incitation, aujourd'hui, on est en train d'étudier justement un terminal combiné rail-route, de nouveau du côté de Vétro, pour récupérer les wagons isolés qu'on avait sur la Poste, sachant que le réseau ferroviaire aujourd'hui, il est extrêmement sollicité. On a des gens des CFF qui sont juste dans la salle, faire circuler sur le même réseau ferroviaire des trains avec des vitesses différentes, donc des trains marchandises ou des trains à grande vitesse en Suisse, plus de 250 km/h sur la ligne du Simplon, c'est compliqué. Donc on n'a pas beaucoup de capacité, on est déjà un des pays où la densité du trafic sur les réseaux ferroviaires est la plus haute au monde. On a énormément de difficultés de trouver des blancs d'horaire pour faire de l'entretien, on a un réseau qui se dégrade. Chaque fois que, vous le verrez encore le week-end prochain en direction du Haut-Valais, chaque fois qu'on doit intervenir, que les CFF ou que les gestionnaires de l'infrastructure doivent intervenir, ça crée des transferts sur des bus de remplacement qui sont difficiles à gérer en termes de qualité d'offre. Et aujourd'hui, notre réseau ferroviaire, qui est un réseau qui est utilisé de plus en plus. Donc on avait une pendularité et puis ensuite du touristique. Maintenant, on a du monde tout le temps. Donc c'est difficile de trouver ces espaces sur l'infrastructure ferroviaire. J'ai un peu l'impression de faire le job des CFF là, mais aujourd'hui il y a des immenses attentes. Vous voyez, c'est comme quand on refait une route. En fait, quand on refait pas la route, les gens sont pas contents. Puis quand on refait la route, les gens sont pas contents. Ça fait partie du job. Par contre, ce que je remarque quand même, c'est qu'il y a peu de gens qui sont pas contents. Mais dans un Valais où il y a des montagnes assez proches, ces gens-là ont beaucoup de voix et ça résonne. Donc peut-être qu'il est important que les gens contents le disent et tapent sur l'épaule de ceux qui font le travail. Et là, je parle pour mes collaborateurs qui, pendant 10 ans, ont énormément travaillé à cette transformation de la mobilité. Quand, je ne sais pas, on a une nouvelle piste de mobilité douce à Noès, plutôt que se dire « enfin », peut-être que dire « merci », ça encouragerait mes équipes. Merci Vincent. Merci. Oui, je vous laisse la parole. Merci, messieurs, madame, pour les discours. Je ne suis pas expert, mais je me demande comme habitant du Valais et comme étant aussi exploitant de la mobilité. Est-ce que en faisant cette transition du véhicule thermique en véhicule électrique, que ce soit des véhicules personnels ou bien même les cars postaux par exemple, est-ce qu'en faisant ça, on aura des gains sur le coût de la mobilité? C'est ce qui m'intéresse personnellement. Le coût principal sur un bus, par exemple, c'est 63%, c'est le chauffeur. Donc en fait, la motorisation, c'est anecdotique. Les autres coûts, les internalités, l'infrastructure ou les externalités, les accidents, la pollution, etc., c'est largement plus important que l'agent énergétique utilisé. L'électron, il est 2 fois plus efficace à peu près, il n'y a pas cette conversion énergétique. Donc en fait, on est 2 fois plus efficace énergétiquement en utilisant le véhicule électrique sur le véhicule thermique. Donc à long terme, oui, c'est nettement plus efficace. Et en plus, si je me permets d'ajouter quelque chose, qu'avec un véhicule électrique, si on regarde les coûts pendant la vie d'un véhicule, ça coûte beaucoup moins cher avec tous les coûts des usages, avec les coûts pour l'énergie vis-à-vis le pétrole et tout ça. Mais ce que nous, on voit toujours, parce qu'on a l'habitude à voir ça, c'est le prix d'achat qui est à ce moment-là plus cher. Et comme ça, j'ai dit tout à l'heure, pour 2050, peut-être on paye pour la mobilité, n'importe laquelle elle est.
Le coût de votre véhicule, en fait, c'est pas lié à l'usage. Que vous l'utilisiez ou pas, ça vous coûte entre 7 et 8 000 francs par année. D'autres questions? Précision, parce que surtout en Suisse, la majorité de l'énergie électrique est de l'hydroélectricité. C'est-à-dire c'est de l'énergie 60%. renouvelable. Voilà. Donc c'est de l'énergie renouvelable qui, entre guillemets, ne coûte presque rien parce qu'il n'y a pas de matière première importée, comme les véhicules thermiques, dans le cas des véhicules thermiques. Donc, en exploitant de l'énergie hydroélectricité pour le transport et pour la mobilité, est-ce que ça influe sur le coût de la mobilité effective ou ça reste marginal? Ça reste Madame Marat. marginal, mais effectivement, déjà aujourd'hui, faire une recharge complète de sa voiture électrique revient à 10 francs, un plein, vous êtes plutôt autour des 100 francs. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Voilà. Donc la conférence le 22 mai à l'Archipel. Merci beaucoup, c'est très gentil d'avoir fait la promotion en plus 3 fois de l'événement. Moi, je me tiendrai à l'entrée si jamais tout à l'heure vous voulez venir discuter avec moi et vous inscrire à la soirée, c'est avec plaisir. Moi, ma question, c'était au niveau... j'étais très étonné que M. Hortner parle finalement de collectivisation des véhicules individuels motorisés. Et du coup, moi, ma question, c'est comment y arriver? Parce qu'en réalité, là, j'ai envie de dire que les politiques actuelles incitent plutôt à l'individualisation du transport. Et il n'y a pas du tout, pour moi, dans les politiques, des ambitions de réduire ce transport individuel motorisé. Voilà, comment y arriver? C'est ma question. Merci, vous nous ramenez à la question centrale du débat. Monsieur Hortner, vous avez une réponse? Comment c'est arrivé qu'on parle toujours de la mobilité individuelle? C'est ça plutôt la question, quoi. Ma question, c'est comment arriver à une collectivisation du transport? Ok. Avec la technologie qui existe déjà, avec des possibilités autonomes qui existent déjà, avec l'ouverture de tout le monde, essayer d'autres choses dans la mobilité. Je crois que c'est plutôt ça. Mais c'est vrai que monsieur pose quand même une question centrale qui est au fond entre le besoin et le désir qui a été exprimé de diminuer la mobilité individuelle et la voiture, et à la fois la réalité des pratiques actuelles et des projections. Au fond, comment réduire ce gap? C'est peut-être ça ce que vous avez dit aussi, qu'il faut peut-être changer aussi les kilomètres qu'on fait pour aller de A à B, pour travailler, pour faire du sport, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, il existe déjà des initiatives. Les entreprises, l'État du Valais, en premier lieu, à électrifier une flotte de véhicules et à mutualiser plutôt que collectiviser. Je pense que c'est moins mutualisation, c'est mieux. L'ensemble de sa flotte, puis on a des véhicules qui roulent beaucoup plus. Évidemment, quand on est une entreprise, on se dit, nos véhicules ils roulent 5 jours par semaine, ce serait bien qu'ils puissent aussi être utilisés à l'usage privé, par exemple, les 2 autres jours, sinon on a du capital qui est immobilisé. Et ces initiatives, elles passent aussi par les règlements communaux de construction et les plans d'affectation des zones, où on a finalement des places de parc partout. Je veux dire, on consomme du territoire. Aujourd'hui, quand vous avez une mise à l'enquête d'une villa, il y a plus de place pour la voiture que le jardin pour les enfants. C'est là où on a un petit problème de quelles sont les priorités pour nos communautés. Je crois que nous arrivons à la fin de cette conférence. Donc, est-ce qu'il y a une dernière question ou une dernière vision que vous voudriez partager? On va faire comme dans les groupes de musique, les concerts. Il y a le rappel après. Peut-être une question aussi pour M. Pellissier. C'est au niveau de la promotion des transports publics. De ce que je remarque, j'ai l'impression que c'est surtout au niveau de pousser les jeunes en fait, à s'habituer à utiliser la mobilité, d'utiliser les transports publics, parce qu'en fait, on est dans une société où on n'a plus l'habitude. Et je me demandais qu'est-ce qui était fait dans ce sens-là. Et puis également, s'il y avait des promotions, par exemple, à titre
d'une gratuité éphémère de 1 mois pour inciter les gens à essayer les transports publics et puis se dire ah bah finalement c'est peut-être pas si mal et puis je peux le faire. Alors, dans la stratégie, j'ai dit, il y a l'infrastructure, il y a le matériel roulant, et puis il y a tout ce qui est conditions liées à ça. Dans les conditions, il y a l'offre et il y a la tarification. C'est vrai que ça passe auprès des jeunes, donc les gens qui développent des habitudes, par une sensibilisation. C'est pour ça qu'il y a aussi un vrai programme de sensibilisation aux mobilités actives, le vélo, la marche à pied, dans les écoles. C'est la génération qu'on pourra sauver. Pour nous, c'est foutu, pour nos parents encore plus. Mais c'est cette génération-là qui va venir avec ces solutions et c'est celle-là qui doit être sensibilisée. Et il y a à l'État du Valais une vraie campagne de sensibilisation qui se développe. Sur la partie tarification du transport public, on sait que c'est anticonstitutionnel d'offrir une gratuité pour une prestation. Le tribunal fédéral a tranché. Certains cantons, comme le canton de Genève, offrent une gratuité sélective sur les jeunes et les personnes âgées, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Nous, on a fait l'exercice en Valais pour offrir la gratuité jusqu'à 18 ans, c'est à peu près 20 millions. 20 millions pour le service de la mobilité, parce qu'in fine, il faut quand même que les entreprises de transport en commun soient payées pour les prestations. Elles sont payées au travers des recettes et de l'indemnité versée par la Confédération et le canton. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. La Confédération ne versera pas plus si le canton du Valais décide d'offrir gratuitement. Donc c'est le canton qui doit mettre la main au porte-monnaie. Nous, on a privilégié d'autres actions comme le Pass 13 étoiles. Je ne sais pas si vous avez vu cette action qui permettait justement d'avoir des tarifs attractifs. Il y a l'association Suisse Pass qui est l'association qui gère la tarification au niveau suisse, qui vient aussi avec des offres tarifaires beaucoup plus attractives que ce qu'on a connu par le passé, comme les abonnements généraux par exemple, puisque aujourd'hui la consommation a aussi évolué. On a ces tarifications qui arrivent. Les 20 millions qui manqueraient au service de la mobilité pour rendre ça complètement gratuit, évidemment, il faudrait les prendre sur d'autres actions, d'autres tâches de l'État, la formation, l'éducation, le social. Donc c'est un arbitrage politique. Aujourd'hui, on pense que faire facturer, faire payer une prestation, elle a aussi du sens. Et puis, on sait aussi que l'élasticité prix, en particulier pour les adultes, ça n'a pas une grosse incidence sur la fréquentation, mais pour les juniors, enfin les moins de 25 ans, ça aurait une incidence. Et moi, j'appelle de mes voeux, parce que maintenant, je peux, vu que dans une année, je ne suis plus obligé de défendre le budget de l'État, j'appelle de mes voeux que le canton mette la main en porte-monnaie et puis trouve ses 20 millions. Merci. Est-ce qu'il y a encore une personne dans le public qui a envie de partager, peut-être aussi, juste pour terminer, aussi des éléments de vos visions encore, et puis ensuite on va clore la soirée. Alors je vais aller au fond de la salle. Merci. Alors moi j'ai une question, c'est quel est le coût énergétique d'organisation d'un événement comme celui-ci? Moi, j'ai pas vraiment l'impression que nos experts peuvent répondre à ce genre de questions. J'ai l'impression que ça risque d'être une question ouverte. Après, on peut peut-être imaginer le profit, l'intérêt de le faire ou de ne pas le faire. Je pense que de poser des questions, et là je vais répondre moi du coup, de poser des questions et d'essayer d'y répondre a plus de valeur que de ne rien faire. Et demandons simplement qui est venu en transport public, en vélo, à pied ou en voiture. Je crois que ce serait une erreur de le faire. Parce que ça, c'est culpabiliser les gens. Nous, ce qu'on essaye, ce n'est pas justement de contraindre, c'est de motiver. Et les gens, certaines personnes sont venues aujourd'hui en voiture thermique parce qu'elles n'ont pas le choix. Et je pense qu'on doit respecter aussi la liberté individuelle. Donc, c'est le bon mode de transport au bon endroit et puis au bon moment. Il y a aussi énormément de gens qui, en termes énergétiques, sont restés devant leur écran d'ordinateur et voient cette conférence. Donc, c'est là où il faut être prudent. Ce n'est pas en culpabilisant les gens qu'on va changer les choses. Je pense que nous, ce qu'on doit faire, c'est penser le changement et pas changer le pansement. Voici, merci Vincent Pellissier, merci à tous les experts.
Merci à Florian Meyer, à Clément Ram, à Vincent Pellissier, à Monsieur Hortner, Hubert Hortner, à Madame Sylvia Marat. J'espère que nous ne vous avons pas culpabilisé lors de cette conférence. Je voudrais encore vous dire plusieurs choses. Déjà, c'est remercier les sponsors qui sont nos partenaires institutionnels Suisse Énergie, le partenaire stratégique qui est Oiken, les partenaires principaux qui sont le groupe Nord et La Poste, ainsi que les partenaires contributeurs, la transition et la semeuse pour le café. Merci à tous et peut-être à tout à l'heure s'il y a encore quelques questions. Merci.